qu'on en trouve dans le chemin. Ouais, petite fraise des bois, c'est sympa aussi. Ah, ça c'est bon, fraise des bois, oui, ça c'est bien. Les myrtilles aussi. Oh, c'est quoi ça? C'est des myrtilles? Non, c'est pas des myrtilles. C'est un vieux truc tout pourri. Le truc est ramassé, quoi. Voilà. C'est le dernier épisode. Ouais. C'est triste. Ben oui, mais au moins on tourne en lumière du jour. Ah oui, c'est vrai. Fini Aujourd'hui. l'hiver, là, c'est Ouais. c'est pas la lumière artificielle, c'est la lumière du soleil à travers un beau diffuseur. Vous avez vu comme on est beau? Ouais. Bon, pas rasé, hein? Non, Non. Bah, surtout moi. Alors, c'est l'épisode des recommandations. Alors, les recommandations, c'est quelque chose qui est à prendre avec des pincettes, parce que on vous recommande des choses, mais c'est pas vous qui payez. Deuxième chose, quand on parle de ces recommandations, on pense de toute façon à vous, en tant que reporter de territoire, en tant que chargé de projet e-tourisme. Ces recommandations ne seraient pas les mêmes si vous étiez des agents immobiliers, par exemple, qui doivent faire des photos pour présenter les biens qu'ils ont en catalogue. Ce dont on parle, c'est le matériel, les pratiques, les logiciels qui vont vous permettre sur le terrain de faire correctement votre travail et votre mission de reporter de territoire. Et pour savoir quel est votre travail de reporter de territoire, eh bien, il va falloir se poser peut-être un petit peu quelques questions. Qu'est-ce qu'on attend de vous et qu'est-ce que le territoire attend de vous? Ça va nous permettre de faire la petite synthèse aussi de tout ce qu'on a vu précédemment dans les 4 épisodes. Alors c'est peut-être en équipe qu'il va falloir se poser la question, c'est peut-être avec votre directeur. Si vous êtes vous-même chargé de ce travail-là, ben, il va falloir se poser la question et peut-être aller au-devant des opérateurs locaux pour savoir si c'est plutôt de la vidéo, si c'est plutôt de la photo, si c'est plutôt raconté, si on est plutôt dans le gourmand ou dans le paysage, etc. Ça, c'est très important de le définir parce que ça va définir une grande partie de votre action et votre action va définir finalement une grande partie du matériel nécessaire pour faire ça. Et puis, votre travail, ça va être aussi beaucoup de polyvalence. Polyvalence en termes d'équipement, de logiciels. Et polyvalence de cibles aussi. Parce qu'on est dans un marché. Et les cibles auxquelles vous allez vous adresser, vous êtes peut-être plus ou moins à l'aise avec, je ne sais pas, le public des seniors, ou le public des jeunes ados, ou le public des personnes porteurs de handicap. Ce sont des touristes, ce sont des gens qui visitent votre territoire. Est-ce que vous savez vous adresser à eux? Est-ce que vous êtes à l'aise pour vous adresser à eux? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous êtes plutôt dans une démarche de famille, parce que vous avez vous-même des enfants et que vous comprenez les besoins qu'on a quand on est un papa, une maman avec des enfants, d'aller à la plage, bon voilà, il faut amener un parasol, sinon, est-ce que vous sentez, vous, une affinité particulière avec ça? Et ça va vous aider à déterminer un petit peu qui vous êtes, quelle est votre personnalité de reporter de territoire, et à partir de ça, vous pourrez orienter un petit peu votre sac à dos et dire, moi, je vais avoir besoin plutôt de tel et tel équipement parce que je me sens en affinité avec telle et telle pratique et que je pense que mon territoire a besoin aussi que je documente tel ou tel champ. Comme c'est une nouvelle compétence sur laquelle vous vous lancez, c'est un conseil qu'on peut vous donner, une recommandation également, c'est de commencer par les choses sur lesquelles vous vous sentez. Il faut que ça vous touche, il faut que vous vous sentiez capable de le faire, que vous ayez envie de le faire pour pouvoir en fait vous jeter vraiment de manière la plus naturelle possible dans cette nouvelle compétence. On le voit énormément sur les chaînes YouTube. Les youtubeurs qui marchent bien, on voit qu'ils racontent quelque chose, ils sont animés par ce qu'ils racontent. Ils ne surjouent pas tel ou tel sujet. Donc, et c'est ce qui marche, et c'est ce qui crée de l'interaction avec les gens qui les suivent. On n'est pas des acteurs, au sens cinématographique du terme. On joue pas un rôle, on joue son propre rôle. Voilà. C'est important, notamment dans la production de contenu professionnel qui est lié à l'activité des offices de tourisme. En fait. Alors, ça va vous permettre de déterminer si vous allez être plutôt photo ou plutôt vidéo. Hein. Si vous êtes plutôt vidéo, vous allez être obligé d'être aussi un petit peu plutôt son. Parce que la vidéo sans le son, on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est pas très facile. Alors, on peut faire de la vidéo sans prise de son local, on met une petite musique derrière et puis tout va bien, mais vous allez très rapidement voir les limites de l'exercice. On fait des choses intéressantes, mais la partie témoignage, elle va passer un petit peu à la trappe. Vous pouvez aussi déterminer si vous êtes plutôt dans une démarche de storytelling ou une démarche de reportage. Le storytelling, ce serait plutôt j'essaye de raconter une histoire avec
presque quelque chose de l'ordre de la fiction. Le reportage, on est un œil extérieur qui observe la réalité. Est-ce que vous êtes plutôt porté vers les témoignages de vos prestataires, par exemple, ou dans la contemplation des paysages du territoire? C'est quand même deux façons d'aborder le territoire très différentes, hein, par les hommes ou par le terrain. Est-ce que vous êtes plutôt histoire de l'art, est-ce que vous êtes plutôt patrimoine bâti, ou est-ce que vous êtes plutôt porté sur la gastronomie, hein? Tout ça, c'est vos affinités. Et c'est avec ces affinités-là que vous ferez correctement votre travail. Si vous arrivez à faire en sorte que ça corresponde aussi aux besoins de votre territoire, vous serez, à mon avis, plus à l'aise. Alors, avant de continuer sur le matériel qui, pour ce qui nous concerne, en tout cas pour ce qui me concerne, est le matériel nécessaire pour un reporter de territoire, on va régler définitivement la question de savoir si on peut se satisfaire d'un smartphone pour faire tout ça. Parce que ça, c'est une vraie question. On peut ne pas être d'accord. Hein. Ah bah oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'une GoPro, par exemple, pour faire tout ça? Parce qu'avec une GoPro, on fait de la photo. On fait bien évidemment de la vidéo, mais on fait aussi de la photo. La situation évolue relativement vite. Il semblerait que un certain nombre de marques développent des smartphones dans lesquels on a de plus en plus 2 capteurs. Exactement. Alors, le ticket d'entrée, c'est entre 600 et 800 euros. Oui. Donc, ça, hein, voilà. C'est le ticket d'entrée. Ça peut faire peur, mais c'est, à mon avis, les seuls outils que l'on peut valablement utiliser pour faire de la captation photo et de la captation vidéo qui répondent, je dirais, à peu près au canon de l'art. En dehors de ça, je pense qu'il faut oublier, parce qu'on ne va pas avoir une qualité suffisante, et surtout, vous ne ferez pas mieux que les touristes, les visiteurs de votre territoire. Le but du jeu, quand même, dans tout ça, dans ces formations, dans cette formation que vous suivez, c'est de faire un tout petit peu mieux que le commun des mortels. Le commun des mortels fait des photos avec ses smartphones. C'est la pratique la plus importante. Il se vend de moins en moins d'appareils photo, tout le monde le sait, à cause des smartphones. Parce que les gens considèrent que ça va bien, c'est suffisant. C'est suffisant, mais lorsqu'on est reporter de territoire, c'est pas tout à fait suffisant. Sauf si on a du très bon matériel. Et qu'on sait l'utiliser, qu'on utilise les bonnes applications dessus. Voilà. Alors, pour faire le choix, si jamais vous avez besoin de choisir lequel des différents modèles qui existent actuellement sur le marché, qui ont 2 capteurs ou qui ont des capacités, il y a deux sites que je peux vous suggérer. C'est d'abord DxO Mark, qui note tous les appareils photo et tous les smartphones du point de vue de leurs aptitudes à faire des photos. Et donc, on a une espèce de note, un critère qui permet de savoir si on a affaire à quelque chose de plutôt bien ou plutôt moyen. Et on a le site Les Numériques, qui tient à jour en permanence un guide d'achat sur les meilleurs smartphones. Sur les nouveautés aussi, à chaque fois c'est quasiment... Alors il y a des choses sur les nouveautés, mais ils tiennent aussi à jour une sorte de guide d'achat dans lequel les nouveaux modèles entrent s'ils sont effectivement dans le peloton de tête. Je l'ai regardé ce matin, il y a 7 ou 8 smartphones de bonne qualité qui, du point de vue de la photo, bien entendu, et de la vidéo, sont en capacité de faire des choses intéressantes, d'autant plus que la puissance embarquée dans ces smartphones va croissante. On a maintenant des processeurs qui sont à la hauteur des processeurs de portables. Et les logiciels associés à tout ça permettent de faire du montage dans de bonnes conditions, sans galérer, sans attendre des jours et des jours les rendus. Les seules contraintes qu'on a, c'est qu'on ne peut pas stocker beaucoup d'images, et surtout d'images vidéo, parce que les capacités mémoire sont quand même limitées, sauf à prendre le modèle à 128 gigas, qui lui va dépasser les 1000 euros. Ça va vous faire un trou dans le budget. Voilà. Quant à la GoPro pour moi c'est un accessoire, c'est un auxiliaire de prise de vue pour aller faire des photos dans des situations dangereuses, risquées, humides, etc. Mais on ne peut probablement pas se servir d'une GoPro pour tout faire. D'abord parce que c'est une esthétique qui est très marquée. Le grand angle des GoPro, on le reconnaît tout de suite. L'autre intérêt que je trouve à une GoPro aussi, c'est d'être télécommandable. C'est-à-dire qu'on peut la mettre sur un trépied un peu plus loin et puis la télécommander depuis son téléphone portable, comme le permettent certains appareils photo hybrides désormais. Donc voilà, on a réglé le problème des smartphones. Moi, je dis oui, mais...
Oui, mais c'est bien. Je pense Oui, que mais c'est bien. c'est exactement bien résumé parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de contenu qui est fait exclusivement par smartphone. Oui. Et on a des personnes qui se spécialisent également sur la production que via le smartphone. Donc en effet, c'est quelque chose qui demain marquera un certain nombre de productions et encore plus demain qu'aujourd'hui. Mais comme la vidéo, j'ai vu d'ailleurs, je crois ce matin ou hier matin, que 80-90% du contenu sur Internet sera de la vidéo demain. Et produit souvent par des smartphones, parce que la qualité va augmenter et les réflexes et l'habitude des gens à manier ces outils-là vont aussi s'accroître. Alors, les recommandations concernant la photo, vous pourrez éventuellement revisionner les épisodes précédents pour voir un petit peu plus en détail tout ce qui concerne les réglages, etc. Euh, le conseil principal qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est sur l'utilisation ou l'achat, mais l'utilisation d'un type particulier d'appareil photo pour faire de la photo. Si vous ne faites quasiment jamais de vidéo, l'appareil qui va bien, je dirais, c'est soit un réflexe, soit un hybride avec viseur. J'introduis cette nouvelle notion de hybride avec viseur, parce que je crois que c'est important de pouvoir avoir ce contact un peu particulier avec l'image à travers un dispositif de visée plutôt que sur l'écran et dans des conditions quelquefois un petit peu limites d'éclairage, de visibilité. Oui. Bon, c'est moyen. Le viseur me paraît indispensable. Alors sur les réflexes, il y a un viseur par nature, et sur de nombreux appareils hybrides, on trouve maintenant un viseur. Je vous conseille d'utiliser ou de vous procurer ce type d'appareil-là. Deuxième recommandation, et ça je sais que tu y es sensible, c'est le fait d'investir non pas dans un objectif du kit, hein, mais de mettre peut-être plus d'argent dans les objectifs que dans l'appareil photo lui-même. Moi, j'y croyais pas au départ, hein. C'est vrai que quand on change d'objectif sur le même boîtier, on se rend compte qu'on fait pas la même photo. Donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt en fait à bien s'équiper au niveau d'une gamme d'objectifs qui permet en fait de faire du macro, du paysage, du portrait. Très souvent, les appareils photos sont proposés en kit avec un objectif censé être à peu près tout terrain. Le marketing étant ce qu'il est, cet objectif en kit est de piètre qualité. Enfin, il ne faut pas hésiter à le dire. Et moi, je vous conseille d'acheter le boîtier nu ou de conserver le boîtier que vous avez et d'investir dans des objectifs compatibles avec votre boîtier. Vous aurez toujours un meilleur résultat avec un boîtier qui a 2 ans, 3 ans, et un très bon objectif qu'avec un super boîtier récent et un objectif pourri. Ouais. Pourri, ou enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, d'entrée de gamme. L'intérêt aussi de changer d'objectif, c'est de changer de sa pratique, sa relation à l'image, à la façon de faire une image. Parce qu'il faut le dompter, le nouvel objectif. À chaque fois qu'on met un nouvel objectif, il faut le comprendre, il faut le dompter et tout. Il faut se rendre compte qu'il a lui-même ses propres limites et qu'il vous impose une façon de regarder, une distance aussi. Lorsqu'on a... Surtout une focale fixe. Ou les focales fixes, ça vous oblige à vous servir de vos pieds pour faire zoom. Il n'y a pas de zoom sur une focale fixe par définition. Donc c'est vous qui vous déplacez, qui vous avancez, qui allez tourner autour du sujet. Voilà, donc ça, c'est les deux principales recommandations concernant la photo. Ensuite, ce sont plutôt des conseils. Ce n'est pas des recommandations, c'est des conseils que j'ai compilés parce que je connais un certain nombre de reporters de territoire qui me disent « Ah ben non, moi, l'appareil photo, il est dans le placard à l'office. » Alors en général, là, je hurle, je bondis. Voilà. Ne vous séparez jamais de votre appareil photo. Si on achète un appareil photo ou si on a acheté un appareil photo, c'est pour que vous en serviez. Et vous ne savez pas quand vous allez vous en servir. C'est pas le mercredi de 14h15. C'est tout le temps. Il est tout le temps avec vous, parce qu'à tout moment, vous pouvez être susceptible de documenter des choses qui se passent sur votre territoire, parce que vous allez voir vos adhérents, vos prestataires, et puis sur la route, vous rencontrez quelque chose d'intéressant, et vous allez faire une photo ou 2 photos, ou vous dire, tiens, il faudrait que je revienne, etc. Bref, vous avez toujours votre appareil photo avec vous. Il n'est pas question que cet appareil reste dans le placard. Alors, il y a des super motifs. Hein. Ah ben oui, parce que mes collègues veulent s'en servir aussi. Ah bon, mais c'est qui le reporter de territoire dans cette maison? Bon,
Pour vraiment s'approprier votre matériel, il faut que vous soyez identifié comme le propriétaire, même si en effet d'autres collègues peuvent le partager, et ça peut être très très bien. Mais il faut que ça soit votre matériel, parce que il ne faut pas que tout le monde en prenne soin, il faut que ça soit vraiment vous qui en preniez soin, et que voilà, comme ça vous savez où sont rangés vos objectifs, où est rangée votre deuxième batterie. Toutes ces petites choses qui font que c'est votre matériel. Et vous êtes référent sur cette question-là. Vous êtes référent sur cette question-là, et c'est vrai qu'en effet, en l'ayant tout le temps sur vous, vous êtes prêt à shooter n'importe quelle activité qui peut servir demain ou peut servir d'archive, enfin peut être archivé pour pouvoir être utilisé plus tard. Ça n'empêche pas de prêter l'appareil, oui. C'est pas la question, mais c'est, à mon avis, vous qui en êtes le dépositaire, qui en êtes le garant, qui êtes garant de la batterie, garant que la carte soit a été vidée correctement, soit a été formatée comme il faut, que les objectifs sont bien propres, etc., que le trépied est avec, etc. Si ça appartient à tout le monde, ça appartient à personne. Voilà, et ça ne sert pas, surtout, parce qu'on va hésiter. Bon, voilà. Donc, l'appareil, il est avec vous. Ça fait partie de votre package de reporter de territoire. Alors, avec cet appareil, quand il est avec vous, vous allez avoir deux missions. Vous allez avoir la mission de documenter, c'est ça pour ça que vous êtes en formation aujourd'hui et que vous êtes payé d'une certaine façon. C'est pour documenter votre territoire. Et aussi, il y a une nouvelle dimension qui se rapproche de ce qu'on dira tout à l'heure sur la fonction de community manager, c'est de partager des choses. Votre territoire, il vit en dehors des moments importants de ce territoire. C'est pas dans les ailes de saison ou pendant la saison uniquement. Il y a un hiver. Quand on est en station d'hiver, il y a un été. Enfin, il y a le hors-saison. Et le hors-saison, il est intéressant de le documenter aussi et de partager ça avec les gens qui vous suivent sur vos différents réseaux sociaux parce que ça continue à maintenir ce lien avec ce territoire. Pour que ceux et celles qui ont découvert ce territoire et qui ont découvert une forme d'affinité puissent suivre. Vous faites l'album de famille du territoire pour vos réseaux sociaux. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on fait des photos? Quand est-ce qu'on fait des bonnes vidéos? Dans la journée, c'est quoi le bon moment? Le matin et le soir. Et voilà. Ouais. Voilà. Midi, c'est plus compliqué. Le midi, c'est dégoûtant. Ouais. La lumière, elle plombe comme ça, c'est pas bien. Voilà. Le matin, c'est bien. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Faut jouer avec la lumière, en fait. Voilà. C'est les moments où la lumière est la plus belle, sont les moments où soit on embauche, soit on débauche. Donc, faut embaucher plus tard ou se lever plus tôt. Ouais. Voilà. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Non. Peut-être pour vos collègues, que vous n'arriviez qu'à 10 heures, sauf que peut-être de 8 à 10, vous étiez en tournage, en reportage, ou inversement le soir, vous allez partir à 5 heures pour pouvoir, entre 5 et 7, profiter de ces belles lumières du soir. Vous savez à quel point, surtout en ce moment, les lumières du soir sont jolies, parce que éclairées latéralement, tout est plus beau. Donc ça suppose aussi peut-être un aménagement de vos horaires de travail. C'est vrai. Voilà. Ne partez pas en reportage à 14h en disant cet après-midi, je vais faire des photos. Non, c'est pas à 14h que ça se passe, c'est à partir de 18-19h. Voilà. Donc il faut forcément réorganiser l'agenda et l'organiser de façon, j'allais dire, collective aussi. Oui, C'est pas vous qui décidez forcément de votre planning quotidien, mais cette notion-là, il faut l'intégrer, il faut que vos collègues l'intègrent aussi, que vos responsables l'intègrent, en disant vous êtes sur le terrain de telle heure à telle heure, mais plutôt en début de journée ou en fin de journée. Voilà. Bon, vous vous souvenez aussi du conseil, il l'a redonné tout à l'heure, la deuxième batterie. La deuxième batterie. Oui, parce que ça peut être énervant de ne pas avoir oui, ça c'est ballot. de batterie. Et c'est vrai que c'est tout bête. Et quand on décide d'acheter son boîtier, rajouter 50 € sur un boîtier à 800 ou 900 ou 1000 ou un peu plus, voilà, ça peut être très utile par la suite. Quand on part toute la journée ou un week-end, une batterie, ça peut aller très très vite. Surtout si on fait de la vidéo. Donc 2 batteries, c'est bien. C'est un minimum. Je connais plusieurs personnes qui ont 3 voire 5 batteries, toujours chargées, pour ne pas être pris au dépourvu, justement parce que quand on part en reportage, en tournage, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on va consommer beaucoup, ou pas du tout. Mais en tout cas, on a toujours ce qu'il faut. Alors c'est la deuxième batterie pour les boîtiers, les appareils, mais on a le même problème avec les smartphones.
La batterie de smartphone, on le sait très bien. Si en plus on est connecté et que le réseau, on va pomper du réseau pour capter et partager du contenu, si on fait du Facebook Live, c'est compliqué à dire ce matin. Ça peut être aussi quelque chose qui mange énormément d'énergie. Donc pareil, des batteries externes, je pense que c'est des choses qui sont importantes quand on est reporter de territoire, quand on est sur le terrain, qu'on n'est pas derrière une prise électrique, c'est important d'avoir... de ne pas se faire avoir par la technique. Alors, dernier conseil photo, dans la mesure du possible, essayez de prendre vos images en RAW plus JPEG. RAW étant le format numérique haute qualité. Hein, et le JPEG étant le format utilisable. Si vous ne vous confrontez pas encore tout de suite au développement des images RAW dans des logiciels adaptés, vous aurez peut-être la possibilité de le faire plus tard, soit de le faire à quelqu'un d'autre en cas de besoin. Le RAW, c'est le meilleur moyen d'archiver des images pour qu'elles soient utilisables plus tard, après, par d'autres, dans les meilleures conditions. Sur tout type de support. Voilà, parce qu'à partir d'un RAW, on va pouvoir tirer des JPEG dans différents formats, dans différentes résolutions, dans différentes tailles. On va pouvoir faire ça plusieurs fois sans altérer le fichier d'origine. Avec un JPEG, on risque toujours, dès qu'on commence à gratouiller, on risque toujours de le recadrer, puis de l'enregistrer, de le réenregistrer, puis ça écrase la version précédente, et c'est bien embêtant. Donc le conseil, c'est essayer de vous astreindre à ça et de bien ranger vos images RAW, même si vous n'utilisez pour l'instant que les JPEG. Deuxième volet, concernant la vidéo. La vidéo, même principe, on réfléchit par rapport aux usages. Si vous vous sentez définitivement plus vidéaste que photographe, le meilleur instrument pour faire ça, ça va être soit un appareil hybride avec viseur, soit un bridge. Alors un bridge récent. Et encore, dans les bridges récents, il y a 3-4 modèles que je vous conseille. Il y a 2 marques, d'ailleurs, hein, c'est pas très compliqué. Il y a Panasonic et Sony qui font des bridges dignes de ce nom pour faire de la vidéo, qui sont très très bien. C'est quoi un bridge ? Ah, un bridge. On a vu un petit peu, mais un petit rappel peut-être. Alors, un bridge, c'est un appareil dont on ne peut pas changer l'objectif et dont l'objectif est généralement un zoom de grande amplitude. C'est donc un appareil qui est capable de répondre à peu près tous les cas de figure, du grand angle au téléobjectif très 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 lointain, mais avec un objectif non interchangeable. Donc si on choisit un bridge, il faut quand même prendre de la bonne qualité pour le coup, puisqu'il faut que tout soit correct, à la fois le boîtier et à la fois l'objectif qui répond à toutes les sollicitations possibles. Voilà. Pendant longtemps, les bridges ont été construits sur des tout petits capteurs, ce qui permet du coup d'avoir des zooms d'amplitude complètement délirantes. Les derniers Panasonic et Sony sont construits sur des capteurs qui font 1 pouce, qui sont relativement grands, avec cependant des zooms d'amplitude importante, ce qui permet de faire de très bonnes images, aussi bien photo que vidéo. Tous les tests semblent confirmer ça. Alors ça coûte un petit peu cher, hein. On est autour de 800 et ça monte jusqu'à 1500 €. Mais avec ça, on fait tout. Voilà. C'est un petit peu l'avantage. Alors une fois que vous avez choisi ce matériel et que vous avez un petit peu... que vous êtes habitué à tourner des images, moi je vous invite à raconter des histoires et à faire des épisodes. Raisonner en termes d'épisodes. Faites en sorte que ce soit récurrent, que ça revienne, de créer une sorte de rendez-vous avec vos auditeurs ou vos spectateurs. Là, on parle vraiment quasiment de la ligne éditoriale du contenu qui est produit. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'est peut-être des choses à réfléchir en équipe. Bien sûr, ça, c'est pas un projet individuel, hein, vous êtes au sein d'une équipe. Mais commencer à instaurer l'idée de rendez-vous. Ça vous oblige... à du coup produire, à rentrer dans un rythme, et ça permet également à des personnes qui vous suivent de savoir qu'il va y avoir une production et de s'abonner entre guillemets à ce rendez-vous. Et ce qui permet en fait d'être de créer un lien, de créer de l'interaction et de créer un lien continu en fait avec sa cible. Alors il faut être modeste dans les ambitions. Si vous vous lancez sur quelque chose où on va avoir une production qui revient toutes les semaines,
J'aime autant vous dire que ça va vous occuper un petit peu. Hein. Ouais, Bon. Si vous dites on veut faire un rendez-vous de 12 minutes tous les mois, produire 12 minutes, c'est long. Autre recommandation assez importante concernant la vidéo, quoi qu'il arrive, quoi que vous filmiez, quoi que vous fassiez, il faut absolument stabiliser vos prises. Alors stabiliser, il y a plusieurs façons de stabiliser. La plus simple, la plus connue, c'est un trépied avec une tête vidéo dessus, qui va permettre d'avoir quelque chose de parfaitement horizontal déjà, et qui va vous permettre de suivre des déplacements, de faire des choses de façon assez fluide. On n'a pas toujours besoin d'un trépied ou un trépied sous la main. On peut stabiliser aussi avec les petits rails. Je vous avais déjà présenté ce genre de choses, ce qui permet de faire des plans en mouvement, mais bien stables. Épisode 3. Dans l'épisode 3, voilà. On peut aussi avoir un stabilisateur d'épaule, ce qu'on pose à l'épaule pour pouvoir tenir son... Voilà. Ça, ce sont des petits systèmes très pratiques et qui donnent de bons résultats, auxquels s'ajoute la performance des capteurs des appareils photo qui sont eux-mêmes stabilisés et des objectifs qui peuvent être eux-mêmes, eux aussi, stabilisés. Alors maintenant, il y a aussi les stabilisateurs. Alors, il y a les stabilisateurs à main ou à point. Ouais. Il y a deux variétés. Il y a les stabilisateurs dans lesquels il y a une électronique embarquée, donc des petits moteurs et puis un truc qui réfléchit, et des stabilisateurs qui jouent simplement sur l'attraction terrestre, en fait, sur la pesanteur. Et puis maintenant, là, ils en sortent des très très bons. Je pense que le premier qui est électronique. Les stabilisateurs électroniques marchent très très bien, ça aussi. Qui marchent pour les smartphones ou pour les les voit, GoPro. les vidéos sur YouTube, où en fait les gens ils passent dans à travers du public. Et l'image bouge pas. L'image bouge pas, on voit que c'est hyper stable. Quand on sait derrière comment c'était produit, c'est juste un petit appareil posé, un hybride qui est posé sur ce stabilisateur et qui sont comme ça et que ça bouge pas. Voilà. Ça coûte un petit peu d'argent. Hein, c'est vraiment en complément de votre appareil. Il faut compter entre 4 et 700 euros pour avoir un stabilisateur électronique de bonne qualité avec des moteurs qui compensent en fait les mouvements de roulis, de tangage. Voilà, on peut faire subir toutes sortes de mouvements et l'appareil reste toujours pile poil droit. Voilà. Alors ça fait en sorte que vos images sont stables et ça fait en sorte que le look de vos images est pro. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. C'est sans commune mesure entre un truc qui brandouille et une image qui est stable, qui bouge correctement, doucement. Voilà. En vidéo, il faut être très, très humble et très lent aussi. Hein. N'imaginez pas que vous allez pouvoir suivre des mouvements très rapides comme ça du premier coup. Il faut s'entraîner à faire les mouvements et les faire peut-être doucement d'abord et puis un peu plus vite, etc. pour arriver à quelque chose qui va paraître naturel. Sinon, on va avoir un mouvement vite, puis après on va se ralentir, et puis après on va rattraper, ça va faire vilain. Et ça fera pas pro. C'est un métier de faire de la vidéo. C'est un métier. Et humblement, je pense que c'est le terme qu'il faut avoir, parce que c'est demain... pas facile de produire comme les pros des chaînes GoPro ou Red Bull, où on voit des actions qui vont hyper vite, où c'est hyper bien filmé. Je pense que, humblement, il faut se dire que c'est compliqué de filmer comme eux encore. D'autant plus que le niveau d'exigence va croissant. C'est-à-dire que nos publics sont habitués. Ils voient ces chaînes Red Bull, GoPro. Ils voient ce qui est possible d'obtenir avec les appareils qu'ils viennent d'acheter. Hein. Sauf que pour filmer chez Red Bull, il y en a 25 des caméras. Et puis on va compléter les images des unes et des autres. Il y a plein de plans différents, il y a 4 cadreurs, il y a un monteur. Et bon, là, on est tout seul. Des perchistes. Il y a des perches, des trucs, voilà. Donc, voilà. L'idée, c'est quand même que on arrive à faire quelque chose qui soit avec les mêmes exigences, qualitatives, en sachant bien qu'on sera tout seul pour le faire. Voilà. Du coup, pour arriver à faire quelque chose qui ressemble plus à du montage pro, faites des plans courts. Dès qu'un plan dépasse 12-15 secondes, arrêtez-vous. C'est déjà trop long. Vous verrez qu'à l'usage, en regardant d'abord beaucoup les autres faire et en montant vous-même vos films, vous vous rendrez compte qu'avec 4-5 secondes, on arrive déjà à décrire des choses, à montrer quelque chose. Donc, toutes les 4 secondes, toutes les 5 secondes, quelquefois toutes les 10 secondes, il faut changer le plan.
Il faut avoir un autre angle, une autre proximité avec les choses, une autre image à proposer. Voilà. Pour faire un tournage intéressant, il va falloir multiplier le nombre de plans. Sinon, eh ben, on va être sur des trucs très statiques, un petit peu comme notre vidéo là. Hein. Nous, on est très statique. Si on était malin, on aurait 3-4 caméras pour faire un gros plan sur moi, un gros plan sur Florent. Voilà, pour varier un petit peu les plaisirs et faire en sorte qu'on ait l'impression de regarder une émission tournée par 5 caméras, un réalisateur, etc. Bon, je pense que ça vient avec l'habitude également. Oui. C'est compliqué, je pense, de couper une scène au bout de 3 secondes, 4 secondes, parce qu'on a l'impression qu'on veut faire rentrer pas mal d'informations. Mais en effet, on est habitué aujourd'hui à des images qui vont vite. Et on s'ennuie relativement vite sur une séquence de paysage qui dure, comme ça. On n'est pas habitué. Autre petit truc concernant la production vidéo, vous trouverez maintenant de plus en plus facilement sur Internet des banques d'images vidéo. Hein, alors les banques de photos, ça, on en trouve, bien entendu, mais des banques d'images vidéo, on commence à en avoir un certain nombre qui vont vous permettre de trouver des plans de coupe ou des éléments d'illustration de choses que vous avez envie de montrer, mais que vous n'avez pas sous la main. On va trouver des plans sur des nuages qui passent. Et je peux vous suggérer, par exemple, de regarder sur Pixabay, qui est une base assez intéressante où on trouve des choses que j'ai moi-même utilisées dans certains de ces épisodes. Alors, on parle beaucoup d'images vidéo. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, de l'importance de prendre du son à part. Mais ça fait partie des recommandations. Lorsqu'on part en tournage vidéo, on part aussi avec un magnétophone et on fait du son en même temps, à part, en plus. On documente quasiment presque autant avec du son qu'avec des images. Ça vous servira et vous enrichirez votre production avec quelque chose que tout le monde ne fait pas, c'est-à-dire du bon son. La recommandation que je donne à tous ceux que je rencontre en formation, c'est presque un leitmotiv, c'est le son plus près, la caméra plus loin. Donc le micro le plus près possible, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, mais le plus près possible pour avoir une qualité de captation sonore la plus précise possible, et la caméra ou l'appareil photo pour faire vos images vidéo le plus loin possible. Alors il ne s'agit pas d'être à l'autre bout du champ, hein, ça présente peu d'intérêt, mais assez loin, de telle sorte que d'une part on oublie sa présence assez rapidement, et les gens que vous aurez à tourner oublieront assez rapidement la caméra parce qu'elle a été placée loin et parce que l'angle de champ résultant du fait d'être assez loin, qui va vous obliger à zoomer, est plus, comment dirais-je, avantageux pour les visages, par exemple, et plus avantageux pour la profondeur de champ, où on va tout de suite détacher les différents plans du fait de la partie floue et de la partie nette de l'image. Donc voilà, essayez d'utiliser vos appareils le plus loin possible, reculez, reculez, reculez. Voilà. Et c'est vrai que les personnes que vous allez interviewer vont être davantage mises en difficulté ou stressées par la caméra, pour être assuré, que par un micro un peu plus discrètement positionné. Voilà. Donc c'est vrai que plus on prend aussi de la distance, même pour des séquences où on est en interview, ça stresse moins. Ça stresse moins. Pour faire du son, je ne saurais trop vous suggérer de vous procurer dans les meilleurs délais un enregistreur. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est qu'au mois de novembre, quand on va se revoir, vous l'ayez déjà. Donc il faudrait le commander maintenant, vous voyez. Hein, pour le tester. Pour le tester, voilà, pour mettre des piles neuves dedans. Voilà, alors j'ai une tendance à conseiller les modèles de chez Zoom. Donc il y a le Zoom H1 que je conseille à tous les reporters de territoire débutants. Et puis pour ceux qui ont quelques ambitions un peu plus importantes, le H4n qui est son grand frère et qui fait du très bon travail aussi. Qui nous écoute actuellement. Et qui nous écoute actuellement. Voilà. Est-ce que vous avez commencé à essayer d'écouter votre territoire? Waouh. Ça, c'est intéressant de se poser la question. Il dit quoi? Est-ce qu'il y a des activités humaines qui sont particulières à mon territoire et qui mériteraient d'être enregistrées? Essayez de documenter aussi votre territoire d'un point de vue sonore. Alors, le premier truc qui va bien, c'est de rencontrer des gens, de leur poser des questions et de leur demander de raconter. Des anecdotes, des histoires du pays, des données historiques. Vos collègues. Vos collègues les aussi. collègues de l'accueil, qui peuvent aussi raconter les choses.
Alors faites le plein de sonorité de votre territoire. Ça peut être utile dans vos prochaines productions. Et allez au-devant, finalement, des acteurs de votre territoire pour recueillir leurs témoignages, hein, tout simplement. On a évoqué un tout petit peu la question de la musique et des génériques. Alors j'ai cherché un petit peu, je vous ai trouvé 3 sites où on trouve pas mal de musique aussi, qui vous permettront de donner un petit peu, de faire le berceau sonore de vos productions vidéo. Donc là, on a aussi pas mal de choses. La plus connue, c'est sans doute celle de YouTube, la librairie musicale de YouTube, hein, audio-librairie/musique sur YouTube, où on a des choses qui ne se cassent pas à 4 pattes à un canard, mais qui peuvent servir. Sinon, il y a Free Music Archive, qui est assez intéressante. Et surtout, gratuite, parce que j'imagine bien que vous n'allez pas dépenser 35, 40, 150, 300 euros pour sonoriser vos productions. Sauf miracle. Mais bon. Une fois qu'on a tout ça, faut le mettre. C'est plus facile. Faut le mettre en quelque part et le traiter. Ouais, faut le traiter. Donc on va parler de l'équipement informatique un petit peu. Là, c'est là où le bas blesse souvent. Parce que d'une part, on va considérer que l'argent qu'on investit dans le matériel photo, vidéo, son, c'est déjà beaucoup. Et si en plus on vient derrière en disant « Ah oui, mais attention, maintenant, une fois qu'on a tout ça, il faut un ordinateur puissant, capable de traiter ces données. » L'ordinateur portable qui va bien, il y a 4 points essentiels. Le premier point essentiel, c'est la carte graphique. Alors, sans entrer dans les détails de fonctionnement d'un ordinateur, il y a désormais une grande partie des calculs liés à l'image qui sont confiés non pas au processeur central de l'ordinateur, mais au processeur d'affichage, ce qu'on appelle la carte graphique. Et si la carte graphique est une carte d'entrée de gamme, votre ordinateur va avoir soit pas la possibilité de lui confier ce type de calcul, soit va les lui confier dans des conditions un petit peu difficiles, et l'affichage sera plus lent, ou les calculs de rendu d'affichage seront plus lents. Donc je vous conseille de vous orienter vers des cartes graphiques, quand on fait le choix, des cartes de graphique de gamer. Il faut quasiment un ordinateur portable de joueur pour arriver à faire du son, de la vidéo et de la photo sur un ordinateur portable. C'est le premier point crucial. Deuxième point crucial, le disque dur. Bon, vous savez qu'il y a maintenant 2 familles de disques durs, les disques durs avec des plateaux à l'intérieur magnétiques, et puis des disques durs statiques où rien ne bouge à l'intérieur, qui sont dits des SSD. C'est en quelque sorte des grosses cartes mémoire d'appareil photo géants. Hein, c'est à peu près la même technologie. Le bon conseil, c'est d'avoir 2 disques durs. Celui qui est livré dans la machine, qui est un disque dur soit statique, donc SSD, soit à plateau, mais sur lequel on ne va installer que les logiciels. Pas de données. Et on va avoir un disque dur externe, un disque dur très rapide, un SSD, et c'est sur ce disque dur que vous allez stocker vos données et que vous allez faire et dont vous allez faire votre disque de travail. C'est lui qui va s'occuper de faire les échanges à haute vitesse entre avec le logiciel pour pouvoir calculer les images, calculer les rendus vidéo. Là, vous allez gagner un temps considérable, sous réserve que le processeur de l'ordinateur soit puissant et surtout conçu pour. Ceux qui sont assez bien conçus pour le travail vidéo et le travail photo sont les Intel Core i5 et i7. i5 ils sont bons, i7 ils sont très bons. Et dernier point, premier point, la carte graphique de gamer. Deuxième point, le disque dur rapide externe. Troisième point, le processeur. Quatrième point, la mémoire vive. Les logiciels font énormément appel à la mémoire vive pour les échanges entre les données, etc. Donc, la recommandation, c'est 16 gigaoctets de mémoire vive. En dessous, ça va être compliqué. Si vous n'avez que 4 gigas de mémoire, l'appareil il va être obligé de mettre temporairement des éléments de mémoire sur le disque dur, puis après les rechercher. Il fait continuellement ce genre de traficotage qui nuit à la dynamique des logiciels que vous allez utiliser. Et ça devient très lent. Et c'est pour ça qu'il plante, c'est pour ça qu'il galère, voilà, et qu'on attend. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est un ordinateur portable de gamer qu'il faut utiliser pour faire photo, vidéo.
On est vraiment parti sur un équipement d'ordinateur portable. Oui. En effet, c'est bien quand on est reporter, on peut aussi l'avoir sur soi, produire au bureau, produire à la maison, produire dans un autre endroit. Alors ça peut être un portable ou ça peut être un ordinateur fixe de bureau. Oui. Hein. C'est vrai que portable, comme son nom l'indique, permet voilà. Mais ça peut être aussi un ordinateur fixe avec ces mêmes recommandations-là. Et je rajouterais peut-être une notion, c'est l'idée de l'écran. Oui. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais l'idée d'avoir un autre écran que l'écran du portable, ou même si on est sur un fixe, mais avoir un écran plus grand pour pouvoir vraiment rentrer dans les détails de la photo, de la production, puis d'être un peu d'être à l'aise en fait avec le contenu, parce qu'on va y passer du temps. Ouais. Donc c'est important d'avoir un écran bien devant soi. Un écran supplémentaire de grande taille, ouais. ça peut être une bonne idée. Surtout si vous faites de la vidéo, ça va vous permettre de répartir vos fenêtres de travail sur... Oui. D'un côté les rushs, d'un côté la production, de voir un peu ce qu'il y a derrière, ça peut être aussi intéressant. Et ça, en développement photo aussi, c'est pas mal. On a l'image finale d'un côté et puis les différentes fenêtres de modification de l'image sur l'écran principal. C'est assez pratique. Effectivement, l'écran, c'est une très bonne idée. Bon, ça rajoute 300 € de plus. Hein. Voilà. Alors, je l'ai indiqué tout à l'heure, sur les numériques, il y a une section consacrée aux ordinateurs orientés pour le jeu. Et régulièrement, les principales marques qui font ça font des promos et on trouve de très bonnes machines à des prix assez raisonnables, sachant que ce type d'ordinateur, c'est quand même autour de 1500 €. On ne va pas pouvoir travailler avec un truc à 700, 800 €. Ça ne va pas être possible. Comme disait l'autre, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc on va avoir autour de 1500, 2000 €, aussi bien sur PC que sur Mac, à peu près les mêmes configurations. Hein. La différence, c'est sur le bas de gamme. Il n'y a pas de bas de gamme chez Apple, ou très peu. On va être plutôt sur du moyenne gamme. Sur des PC, certaines marques, oui, font des choses qui sont bas de gamme, avec des mauvais écrans, des mauvais disques durs, un clavier qui fait un bruit épouvantable et qui tombe en panne très rapidement. Avec lesquels vous ne pourrez pas produire. Avec lesquels vous ne pourrez pas travailler. Vous pourrez aller sur Internet si vous voulez, mais bon, c'est pas ça qu'on attend de vous. Donc moi, j'ai pas spécialement de religion, sinon que je sais, parce que je travaille avec un Mac, que l'intégration des différents logiciels entre eux et les possibilités de production de contenu, son, image, sont un tout petit peu plus souples avec le Mac. C'est pour ça, d'ailleurs, que les recommandations que je formule, en général, en termes d'informatique, bien sûr, sont toujours mixtes. C'est-à-dire que ça fonctionne sur Mac, sur PC et souvent sur Linux. Ce que j'aimerais pouvoir dire quand même, c'est que la machine sur laquelle va être produite les images, la vidéo et un peu le son, il faut qu'elle soit un petit peu dédiée. Oui. C'est la même logique que la machine qui sert à faire le site, ou à gérer le site. Souvent, c'est une machine un peu dédiée. Hein. Ben, je crois que pour le reporter de territoire, c'est la même chose. Il faut une machine dédiée qui est un petit peu spécialisée là-dessus, alors qui permet de faire les tâches courantes, bien entendu, mais qui a été conçue, qui est prévue pour, et qui est sur le bureau de la personne qui fait le job, à savoir votre bureau. Donc ça veut dire que ça va devenir votre pécane. Il y a des organisations de travail qui peuvent être différentes d'un office à l'autre, d'une entreprise à l'autre, mais je crois qu'il est important que là aussi, on ait une forme de spécialisation de l'outil sur cette mission de reportage, tout simplement. On parle des logiciels. Bah on va rigoler là. C'est lié. Hein. C'est lié, bah, parce que s'il n'y a pas de logiciel dans l'ordinateur... Bon. Alors on va régler... Il ne suffit pas de prendre des photos et d'acheter un appareil, un ordinateur portable, un ordinateur. Ouais. Il faut derrière... un petit logiciel qui va bien. Pour le son, pour le son, pour l'image. Alors le son, je vous le présenterai directement lorsque vous viendrez en formation ici, au mois de novembre. On grattera avec le petit logiciel. Je vous enverrai un mail avant pour que vous le chargiez sur votre ordinateur portable personnel, voilà. Dédié, oui, pas forcément personnel, mais dédié. On va parler d'abord des images pour développer des images fixes, des photos. Difficile de faire autrement qu'avec le logiciel qui sert à ça, qui s'appelle Lightroom, qu'on a un tout petit peu regardé ensemble à Bordeaux la dernière fois. C'est le logiciel. Voilà.
a priori, Lightroom s'impose comme étant celui qui permet de gérer les flux de production, de gérer les images le plus facilement possible, de les géolocaliser, de fabriquer des galeries web, de fabriquer des projections. Enfin, on fabrique tout ce qu'on veut avec ce logiciel-là. C'est extrêmement puissant. Ça vaut un petit peu d'argent. Ça vaut 12 € par mois. Il y a une version mobile en plus sur Lightroom. Alors, c'est ça qui est super. Ouais. C'est ça qui est super, c'est qu'on peut, alors là, il n'y a pas besoin de rajouter le moindre euro. On peut télécharger la version mobile sur tablette ou sur smartphone, qui vous permet de travailler vos images en RAW sur votre tablette. Tout ça en synchro avec votre ordinateur et l'espèce de système de cloud qui est prévu pour. C'est relativement puissant et on retrouve les mêmes réglages sur l'ordinateur et sur la tablette ou le smartphone. Moi, je dois dire que c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à faire et on gagne pas mal de temps. On peut faire son édition rapidement comme ça sur le smartphone, virer les photos, recadrer, faire des choses assez rapidement. Alors ensuite... Lightroom ou bien... T'en connais un autre logiciel un peu sympa? Il y a DxO Optic Pro qui a la particularité d'être français, qui fait un travail très, très intéressant et qualitatif sur le développement donc, des images RAW. Régulièrement, DxO fait cette promo-là, effectivement, lorsqu'ils sortent la nouvelle version, la précédente ou celle d'avant. Ouais. Et pendant quelques temps, proposé gratuitement. Voilà. Alors, ensuite... Ça, c'était la photo. Ça, c'était la photo. Montage vidéo. Vaste question. Très compliqué, là. Très, très, très compliqué. Il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on achète une licence d'un logiciel. Alors, selon qu'on est sur PC ou sur Mac, la licence, ça va être Premiere Pro. Adobe Premiere Pro, 300 €, ou Final Cut Pro 10 sur Mac, rebelote, 300 €. Et là, vous pouvez tout faire. Ce sont des logiciels qui sont utilisés par toutes les grandes maisons de production, pas de souci. Mais c'est 300 €. Après, il y a eu deux autres possibilités. Une possibilité beaucoup moins cher, on est sur une licence qui est à hauteur de 60 €, 59,99 pour être exact, d'un petit logiciel qui s'appelle Filmora, que je trouve être le plus intéressant en termes de possibilités, et qui vous mâche de façon relativement sympathique le travail, qui vous propose des intros toutes faites. Il y a beaucoup de trucs tout faits. Et après, on glisse les images dedans, et puis ça assemble, et puis on a une musique. Bon, voilà. Ça permet d'aller assez rapidement au bout du projet, dès lors que le projet n'est pas trop ambitieux. Filmora existe aussi en version smartphone et tablette. Il s'appelle Filmora Go, et il est gratuit. D'accord. Et ne sont payants que des filtres supplémentaires qu'on pourrait incorporer, des traitements de l'image qu'on pourrait incorporer. Alors on achète ça coûte 1,99 €. Ouais. Et à la fin du film, il y a le petit encarté publicitaire Filmora Go. Et on peut enlever ça pour 1,99 €. Donc ça me paraît assez raisonnable. C'est vrai. Bon. C'est vrai que les prix semblent toujours dérisoires en fait sur les applications smartphone. Après, on y prend goût. Moi, je sais pas si on a besoin de tout acheter. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées gratuitement, des petites choses à télécharger en plus, des intros, des traitements d'images gratuits qui sont très pertinents, quoi, très utiles. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, il y a, depuis quelques mois maintenant, la dernière version d'un logiciel qui est l'un des ténors du marché, qui s'appelle DaVinci Resolve, qui est fabriqué par les Australiens de Blackmagic Design. C'est le pari que DaVinci Resolve fait, c'est-à-dire de mettre à disposition de tout le monde ce qu'il y a de plus puissant aujourd'hui en termes de correction de la couleur, de montage, et ils viennent d'incorporer des fonctions son avec un autre ténor du traitement de son qui s'appelle Fairlight. Voilà, c'est un espèce d'énorme truc dans lequel on peut tout faire, qui est gratuit, qui nécessite un bon appareil, un bon ordinateur, mais on peut faire du montage avec ça
et du montage de très très grande qualité. Voilà, donc on a 3 stratégies. On achète des licences de logiciels relativement tout-terrain, connus, etc. Selon qu'on est sur PC ou sur Mac, donc Premiere ou Final Cut. Ou alors on s'intéresse à cette petite perle, Filmora. C'est très très intéressant, très, très mignon, ça fait des jolies choses. Alors le problème c'est que tout le monde va ressembler à tout le monde, très rapidement. Parce qu'il y a une espèce de style, un petit look, certes sympa, mais bon. Et sinon, DaVinci Resolve, qui est une grosse bécane, une grosse bestiole, qui va vous permettre de faire du montage vidéo. Tu es sur quoi, toi? Final Cut, parce que je suis sur Mac, donc j'ai acheté une licence de Final Cut. C'est pas compliqué du tout. On pourra le regarder un petit peu. Je sais que Gauthier bosse sur Final Cut aussi. C'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris où sont les choses, ça va tout seul. C'est assez rapide à faire. La plupart des logiciels, c'est la même chose. Il faut les pratiquer. Bien sûr. Au début, dans Word, on est un peu perdu. Et puis une fois qu'on a compris que là, c'est les polices, là, c'est la taille, et puis là, c'est les couleurs. Bon. Dans un logiciel de montage vidéo, c'est un petit peu la même chose. Ça demande une certaine rigueur, peut-être au tournage. Il faut une certaine rigueur, peut-être aussi dans le rangement de ces éléments. Mais une fois qu'on a adopté ces bonnes pratiques professionnelles, on retrouve ces bébés, on les assemble et on arrive à construire quelque chose. Et puis, il y a tout ce qui est utilisable par les community managers, qui sont des outils un petit peu plus spécifiques, mais qu'on peut aussi mettre à profit dans les productions vidéo. Ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur DxO ou Lightroom. Il y a des outils qui sont plus accessibles, où on fait beaucoup moins de choses en effet, mais qui permettent de résoudre pas mal de petits problèmes. Je pensais par exemple à Pixlr, qu'on peut avoir également sur smartphone ou sur PC. Sur PC, on n'a pas besoin d'installer un logiciel d'ailleurs, c'est natif sur Internet. Donc ça, c'est un outil qui est peut-être le Lightroom du pauvre, entre guillemets, qui permet de faire des petites choses plutôt sympas, rapidement. C'est sans installation, c'est rapide d'accès, donc ça peut être aussi intéressant. Il y a la version smartphone qui existe. On a un outil qui est pas mal utilisé aussi par notamment les Instagrammeurs, tous ceux qui font la production vraiment de photos, qui est Snapseed. C'est un logiciel de retouche photo qui est très utilisé, qui est hyper puissant, qui permet de faire pas mal de choses assez impressionnantes. Sur les contrastes, les lumières, sur les filtres, sur des encadrements qui permet en fait de dégager les différents degrés de lumière, là, voir où c'est à griller, là où voir où c'est sous-exposé. Donc on a pas mal d'infos là-dessus. Et après on peut jouer avec quelques petites applications sympas pour les photos aussi. Je pensais notamment à Prisma là tout de suite. Prisma, c'est un logiciel de traitement de photos qui va mettre un petit filtre rigolo qui peut faire penser à un dessin animé ou une bande dessinée. Donc ça permet peut-être aussi de raconter des choses totalement différemment. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser de manière systématique, mais à des moments donnés, ça peut être du coup intéressant. Il y a une application qui est pas mal utilisée pour les gens qui travaillent avec un smartphone, c'est Quick. Oui, Quick. C'est GoPro qui est derrière en fait. Et c'est un logiciel qui prémâche énormément de travail et qui permet d'avoir des productions vidéo qui marchent, où il y a tout de suite un effet, on peut filtrer des couleurs, on peut jouer sur des intros, déplacer les photos, améliorer, on peut même faire du coup un montage vidéo avec des photos, allonger le temps d'une photo, en réduire d'autres. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal utilisé et qui en plus aujourd'hui est assez moderne dans son application, parce qu'on est habitué à regarder ce genre d'image. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous marque pas mal. Tous ces outils qui semblent nous prémâcher le travail, ça ne fonctionne bien que si on a soi-même prémâché aussi son tournage. Bien sûr. C'est-à-dire que si on part un peu à l'aventure, on fait les images comme ça, puis on se dit le logiciel va rendre tout cela formidable, pas sûr. Non. Il faut quand même un petit peu penser à son tournage avant, en se disant au début je vais faire ça, au milieu je vais avoir ça, et à la fin ça va se terminer comme ça, pour pouvoir tourner tous les éléments de votre film, de votre histoire. Et ensuite, le logiciel, là, va faire son œuvre et va vraiment vous aider. Souvent, vous allez avoir un début, ça va bien commencer, puis après, ça va où? J'ai pas de fin, j'ai oublié de tourner ça, j'ai oublié de montrer, voilà. Et votre projet, il bute sur le fait qu'on n'a pas imaginé complètement l'histoire avec son début jusqu'à la fin.
Ah, je vois que tu nous as pris une petite liste. Alors, j'ai prévu une petite liste. C'est la liste du Père Noël ? C'est la liste du Père Noël, oui. Sur l'achat d'un réflexe, par exemple, je peux vous conseiller le Canon 80D, qui est pas trop cher et qui a à peu près toutes les caractéristiques attendues par un reporter de territoire. Maintenant, les appareils, ça va à peu près tout faire. En considérant bien qu'il faut mettre sur cet appareil un objectif qui soit l'équivalent d'un 24-105. Un zoom un petit peu polyvalent, qui va être un peu grand angle et un petit peu téléobjectif, mais pas trop non plus, hein, c'est pas une amplitude extrême. Si on parle d'équivalence, c'est parce que selon la taille des capteurs, on n'a pas ces mêmes focales. Sur un micro 4 tiers, ça va être un 12-60. Et sur un APS-C, c'est votre cas, on sera plutôt en présence d'un 18-85. Voilà. C'est, à mon avis, ça, l'objectif qui va être le plus utile pour un reporter de territoire. Achetez-le à part. Bon. Et si on veut acheter un objectif additionnel, eh bien, ça va être un 50 ou un 85 mm, dont l'ouverture, épisode 2. Et à f1.4, ça c'est cher, f1.7, ça commence à être raisonnable, f1.8, c'est donné. Il y a chez Canon un objectif f1.8 à 50 mm, il vaut 2 fois rien. C'est étonnant, et il fait de super bonnes images. Sur les hybrides, 2 propositions, le Panasonic G80, qui lui aussi est en capacité de tout faire, c'est hallucinant même à quel point c'est facile. C'est le petit frère de celui qui nous filme. Oui, c'est son petit frère ou son cousin, son cousin, oui, c'est pas... voilà. Mais voilà, c'est la même gamme. Et d'autre part, le Fujifilm X-T20, qui lui a un petit look de réflexe ancien, old school, et qui fait de bonnes vidéos et qui fait aussi de très bonnes images. Là, on est plutôt sur une gamme APS-C en taille de capteur, alors que Panasonic est sur un capteur micro 4 tiers. Pour ce qui concerne les bridges, 2 propositions. Là encore, Panasonic, le FZ1000, ou 2000 si vraiment vous avez un budget plus large, ou alors le Sony RX10. Le Mark II va déjà très très bien. Et ils ont le même capteur, le Panasonic et le Sony ont le même capteur. C'est la même chose. La différence se fait un petit peu sur l'optique, qui est un petit peu différente. Celle de Sony étant un petit peu meilleure. Pour ce qui concerne le son, c'est le H1 chez Zoom ou le H4N toujours chez Zoom. C'est l'un ou l'autre en fonction du budget. L'un est à autour de 100 €, l'autre est à autour de 250. Voilà. En l'associant, si vous prenez un H4N, il faut l'associer absolument avec un micro-canon et un micro-cravate. Prenez les 2. Comme ça, vous n'êtes pas embêté et vous faites face à tout type de situation. Voilà. Un micro-canon, un micro-cravate et le H4N. Et un DED 4. Et un DED 4, bien sûr. Voilà. Quelques lectures sur le net et quelques éventuellement abonnements à des sites internet qui peuvent être intéressants de suivre régulièrement. Le site Les Numériques, on en a parlé. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Alors, ce n'est pas forcément des tests très, très, très fouillés. On trouve sur d'autres sites des choses où les gens coupent les cheveux en 4 et bon... Dans la plupart des cas, les tests qui sont faits donnent une bonne idée des capacités de l'appareil et permettent en tout cas de faire un choix, puisque ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'il y a des guides d'achat, d'une part, et des comparatifs. On peut comparer tout avec tout, et voir un petit peu ce qui convient le plus à nos propres usages. Parce qu'encore une fois, tout ça ne sert à rien si on ne se met pas nous-mêmes en face de qu'est-ce qu'on a à faire. Quel est l'usage que vous allez faire de tout ce matériel-là ? Je vous suggère d'aller regarder régulièrement le site Vimeo. Vimeo, c'est un site un peu comme YouTube ou comme Dailymotion, avec quand même des productions vidéo d'un petit peu meilleure qualité, où on apprend beaucoup. On voit comment les autres travaillent, comment ils racontent des histoires, et quelquefois avec des moyens très simples, des petites idées toutes bêtes qu'on va pouvoir pêcher. Un petit film vidéo tous les jours, ça aide à se former le regard et à voir comment d'autres réalisateurs, amateurs ou pros, font. Se former le regard, je pense que c'est une recommandation qu'on peut aussi distiller à travers cet épisode. Hein. Oui. Plus on regarde de la photo, plus on comprend un petit peu
Et plus aussi on peut s'imaginer quel genre de photos nous correspondent. S'approprier Voilà. des choix, À quoi on est s'identifier. sensible et du coup vers quel genre de production on peut du coup être plus à l'aise. Et en regardant également pas mal de vidéos, des interviews, des personnes qui se mettent en scène, on comprend également aujourd'hui c'est la culture de l'image, hein, comment elle évolue. Absolument. Et comment on est dedans en fait. Il me vient une idée que on n'a pas notée là, c'était s'abonner à des chaînes enfin, je pense à une chaîne en particulier, celle de Nikon, Oui, moi je suis abonné à leur newsletter et du coup je suis abonné à toutes les informations qui sont distillées par le community manager en fait de la chaîne, qui est un photographe et qui teste pas que des produits Nikon en plus, hein, il teste pas mal de choses et il compare en fait avec les produits Nikon en effet. Mais voilà, il va parler sur la photo noir et blanc, sur la vidéo, la dernière fois, je crois que j'ai vu, c'était comment faire des vidéos d'une situation sportive. Ah oui. Donc voilà, il est sur les recommandations et sur les exemples et comment lui il fait. C'est vrai que c'est assez intéressant de rentrer là-dedans. On parle de vidéos, mais on parle aussi de photos. Allez faire un tour régulièrement, même abonnez-vous, même créez un compte au pire pour suivre quelques photographes sur Flickr, sur 500px et dans une moindre mesure sur Instagram. Vous allez vous habituer à voir des images, à voir des façons de faire des images. Vous pouvez même dialoguer avec eux. Il y a toujours une possibilité d'envoyer des messages en privé, de faire des remarques, de dire vous avez fait ça avec quoi, comment, pourquoi, voilà. En général, tous ces gens-là sont assez friands de commentaires, quand ils sont élogieux, bien entendu, mais aussi de dire un petit peu comment ils ont fait telle ou telle photo qui vous paraît à ce point super. Et quelquefois, c'est tout bête, hein. C'est une photo en pose longue qui fait que la mer paraît toute brumeuse, comme ça. Ben, voilà. C'est une photo la pose a duré 8 secondes, 10 secondes, c'est tout bête. On met sur un trépied, on appuie sur le bouton et c'est fait. Voilà. Et puis, ben, lisez, hein. Lisez, il y a des revues sur la photographie qui abordent toutes ces questions. Ça va être chasseur d'images, ça peut être aussi réponse photo, par exemple. Et donc, documentez-vous, cultivez-vous, regardez, écoutez et partagez. C'est beau, on va terminer là-dessus. Ouais. C'est tout ? Ben, c'est tout. Merci à vous d'avoir réussi à nous supporter durant ces 5 épisodes. J'espère qu'on n'a pas été trop pénible et qu'on n'a pas dit trop de bêtises. En tout cas, nous, c'est un réel plaisir. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet exercice. C'est quelque chose que moi, je ne maîtrisais pas du tout. Hein. Donc, voilà, c'est fait avec nos moyens et d'autres convictions, notre envie. On espère que ça vous donne pas mal d'informations, que ça rend bien service. En tout cas, c'est notre objectif. Et on vous dit peut-être à bientôt. On ne sait pas comment tout ça va évoluer, mais Morna Learning, c'est quelque chose qui est... C'est une marque que tout le monde nous envie. C'est ça. Je ne sais pas si tout le monde nous envie, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous, on veut faire vivre. Donc, on ne sait pas sous quelle forme. Mais en tout cas, c'est une super expérience pour nous. Et voilà, c'est plein d'idées pour la suite. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous.